arrêt en missile et au premier plan, une femme en burqa. Plus clair, tu peux pas. Ça veut dire, ils nous colonisent. Ce parti-là est devenu le premier parti de Suisse. Et il tient les propos. Et quand vous entendez Marine Le Pen s'est rapprochée de Freisinger, le porte-parole de ce parti-là, et ils gagnent du terrain. C'est-à-dire qu'ils sont en train de gagner du terrain. Je dis aujourd'hui en France, faites attention. Mais pourquoi ils sont en train de gagner du terrain, justement? Peut-être parce que la question se pose réellement. Non. Non, attendez, c'est pas parce que... Non. Savoir utiliser les questions qui font peur ne veut pas dire que la question que l'on pose est légitime. Aujourd'hui, il y a une chose que nous partageons tous, il faut la regarder en face. On est en train de parler de l'islam et on est en train de parler de l'immigration parce que nos populations en Europe sont traversées par des peurs. Ces peurs, elles sont de 4 natures, ou en tout cas, elles ont 4 causes. La première, c'est la globalisation. C'est le fait que quelque chose de plus grand que nous se décide ailleurs qu'au niveau national. Et donc, on voit l'Europe, on voit le G20, on voit qu'on est impliqué dans des décisions politiques qui ne sont pas décidées au niveau national. Le deuxième facteur, c'est l'immigration. Et ça fait peur à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, statistiquement, on le sait, elle ne peut pas survivre économiquement sans immigrés. En d'autres termes, on a beau dire que les immigrés font un problème, on sait qu'économiquement, nul autre qu'eux feront le travail que nous ne voulons pas faire. Et les statistiques de l'Union européenne sont claires, il nous faut entre 15 et 20 millions d'immigrés dans la prochaine génération pour la survie économique de l'Europe. Donc on a une nécessité économique et une résistance culturelle. Et donc ça fait peur, on se dit mais attendez, nos rues elles changent. Troisième facteur, la nouvelle visibilité des populations d'origine d'Afrique du Nord ou d'Afrique et qui sont majoritairement musulmanes. Hier, on les appelait des Sénégalais, des Algériens, des Marocains, des Turcs. Maintenant, c'est tous des musulmans. Et donc, c'est devenu un facteur d'identification. On se dit, ils sont en train de nous coloniser. Quatrième facteur, et il est réel, il est aussi objectif, c'est la violence. C'est tout à coup une bombe qui frappe les États-Unis, qui frappe Madrid, et puis nos téléviseurs qui nous disent ce qui se passe en Afghanistan, qui nous disent ce qui se passe en Irak. Tout ça, ça fait peur. Quand vous êtes un politicien et que la seule chose qui vous intéresse, c'est de gagner les prochaines élections, si vous êtes un peu intelligent, vous allez utiliser ces peurs. Vous allez associer les choses. Ces musulmans ne sont pas vraiment français. Ils sont des immigrés. Après 4 générations, on dit de vous, mademoiselle, et de moi, vous êtes, et de vous. Je ne voulais pas. Moins de vous. Les apparences sont trompeuses, je ne sais pas, peut-être que vous avez des... Mais qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes des Français d'origine immigrée. Et moi, ce que je dis à l'Europe, je dis, attendez, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis simplement un immigré de plus jeune date. C'est-à-dire que la différence, vous êtes un immigré de plus longue date. C'est une question, parce que si on retourne dans votre famille, il y a sans doute quelqu'un qui a immigré quelque part. Sans doute. Mais on ne va pas faire votre généalogie, mais enfin... Toujours est-il que c'est ça la question. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, la nouvelle visite, on va associer les choses. L'islam, c'est la religion des immigrés qui va faire entrer le monde entier à l'intérieur et en plus, ces musulmans-là, par essence, ils sont en opposition avec nos valeurs. Ils sont dans la violence, ils sont dans la discrimination des femmes, ils sont dans le rejet de la culture occidentale et là, vous avez ce que j'appellerais le package politique. C'est-à-dire vous avez réussi à associer les 4 facteurs et vous stigmatisez les gens. Et ça marche. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le retour d'une ancienne maladie de nos sociétés, c'est le populisme. Et le populisme, il travaille avec des facteurs très simples. Réponse simple à des questions complexes. Le Front islamique du salut disait en Algérie, il disait, vous savez pourquoi il y a du chômage en Algérie? C'est parce que les femmes travaillent. Mettez les femmes au foyer, tout le monde aura du travail. Vous écoutez ça, vous dites, mais quelle idiotie. Les populistes disaient la même chose. Ils vous disent, mais vous savez pourquoi les Français n'ont pas de travail? Et il y a trop d'Arabes, il y a trop d'Africains. Donc, on les pousse. Monsieur Guéant, qui vient aujourd'hui sur les plates-bandes du Front National, qui dit, nous allons limiter l'immigration légale même, pas simplement illégale, légale. Donc, on a un vrai discours aujourd'hui qui va travailler là-dessus. Donc, réponse simpliste à des questions complexes. Deuxième des facteurs qu'on a aussi, c'est l'idée que c'est binaire, c'est eux contre nous, ça marche aussi. Troisième des facteurs des populistes, c'est la victimisation. C'est-à-dire on est des victimes.
écoutez bien le discours de Marine Le Pen et de son père auparavant, comme on entend le discours en Suisse, attention, on est colonisé, c'est nous les victimes. Et quand on est des victimes, il faut se protéger. Voilà ce que nous dit le populisme. Donc aujourd'hui, il ne faut pas poser le débat sur la laïcité dans les termes du populisme. Il faut placer le débat de la laïcité comme des citoyens responsables contre... J'avais une question. Contrairement à, par exemple, le christianisme ou au judaïsme, dans la loi de 1905, il n'y a pas de référence explicite à l'islam. Donc, mais je voulais avoir votre avis, votre opinion. Est-ce qu'une révision de cette loi serait-elle pas une manière d'intégrer la nouvelle réalité religieuse française ? Alors écoutez, ça c'est une question fondamentale, parce qu'elle va vous expliquer ma propre évolution. Moi, quand je suis entré dans le débat en France, je vis à Genève, j'étais pendant 10 ans de ma vie, 15 ans de ma vie, j'étais dans le tiers-monde. J'étais en Amérique du Sud, en Inde, en Afrique, je faisais que ça. Et à un moment donné est née toute la controverse dans les années 80 autour de la question du foulard. Souvenez-vous, 3 jeunes filles, il y a eu ce débat-là. Et tout à coup, je me suis dit, il faut que ce débat-là, on trouve des solutions. En 89, 90, 91, ma position, elle a été d'ailleurs dans un article du Monde, je faisais un appel à cette époque-là à une laïcité ouverte, qui allait dans ce sens-là, qui dit, attendez, la loi de 1905, elle s'est faite avec les catholiques, avec les protestants, avec les juifs, mais il n'y a pas les musulmans. On devrait peut-être penser à une flexibilité de la loi pour intégrer la présence musulmane. Ce que, 20 ans plus tard, Nicolas Sarkozy, comme ministre de l'Intérieur, dans son livre où il aborde la question de la religion, dira. Mais moi, j'ai été trompé à ce moment-là. Pourquoi j'ai été trompé? J'ai été trompé par un discours général qui nous faisait penser que la laïcité, elle était rigide sur un certain nombre de principes et qu'elle n'avait pas de latitude ouverte. Et puis, j'avais affaire à des idéologues de la laïcité. C'est là que j'ai commencé à l'étudier. J'ai commencé à l'étudier pendant une dizaine d'années. Et je me suis aperçu que la laïcité, dès le départ, c'est des tendances. C'est que vous avez des tendances qui comprennent bien. La laïcité, ça n'est pas l'anti-religion, c'est la régulation des religions. Et d'autres qui ont compris la laïcité idéologiquement, que la laïcité, ça voulait dire on ne veut pas de religion. D'ailleurs, cette formule de la laïcité sans religion, c'est celle qu'on connaît dans le monde majoritairement musulman, d'ailleurs, car parfois en arabe, on traduit la laïcité par el-ladiniya, c'est-à-dire pas de religion du tout. Et donc, je me suis aperçu qu'en fait, c'était faux. Il y a plusieurs conceptions de la laïcité. Il y a une conception qui dit que l'État est neutre et permet l'expression religieuse tant que l'autorité de l'État n'est sous l'autorité d'aucun pouvoir religieux et qu'il n'y a pas de reconnaissance particulière d'un État. Et puis une autre conception qui est contre la religion. Et j'ai étudié pour en arriver, dans l'expression que j'ai eue en 95 et en 96, à dire nous n'avons pas besoin de revoir la loi de 1905. Il faut cette loi l'appliquer complètement, totalement et à égalité de droits et d'obligations pour les citoyens. Donc les musulmans de France, les Français musulmans, les Français de confession musulmane, aujourd'hui dans leur majorité, ils ne demandent même pas que la loi de 1905 soit modifiée. Ils demandent son application. Mais on a des problèmes. On a des problèmes parce qu'il y a une telle méfiance dans le pays que quand vous êtes une communauté musulmane, je vais vous donner des cas concrets. Vous arrivez pour construire une mosquée, vous avez 5 milliards saoudiens derrière vous, la mosquée, vous allez l'avoir parce que le pouvoir financier qui vous a va s'imposer au droit français. Et on va l'accepter. Mais si vous venez dans une communauté là, ici, à Bordeaux, et que vous n'avez pas d'argent étranger, et que vous arrivez avec l'argent et vous dites c'est communautaire, vous allez trouver énormément d'obstacles à la création d'une mosquée. On va faire des préemptions, la mairie va intervenir parce qu'on ne fait pas confiance aux Français de confession musulmane. Donc moi, je ne demande aucune révision de la loi, juste son application. Concernant la loi, par exemple, de 2004, qui interdit le port des signes ostentatoires d'appartenance religieuse, ne vient-elle pas compléter la loi de 1905 d'une certaine façon ? Non, elle ne vient pas compléter la loi de 1905. Vous savez, ça a été très intéressant, cette discussion autour de cette loi. Parce que, bon, vous étiez jeune à cette époque-là, mais qu'est-ce qu'on disait aux intellectuels et aux leaders musulmans à l'époque? Moi, je l'ai entendu plusieurs fois. On me disait, Monsieur Ramadan, vous avez envie de changer la loi. Vous voulez des lois spécifiques. Et moi, je disais, mais non, je ne veux aucune loi spécifique, je veux le même droit que les autres. Et quand je demande les mêmes droits que les autres, pourquoi vous avez l'impression que je demande des lois spécifiques? Non, c'est la même chose que les autres.
La même chose. Qu'est-ce que vous appelez la même chose que les autres? C'est-à-dire, la séparation de l'autorité du politique et du religieux veut dire que l'État n'intervient absolument pas dans les questions du culte de la religion concernée. Jamais vous n'entendrez un ministre français de la République dire quoi que ce soit sur le rabbinat ou sur la loi juive. Pas un. Que des rabbins ne serrent pas la main, vous entendrez jamais. Un rabbin ne serre pas la main, eh bien, il y en a qui ne serrent pas la main. Par contre, un imam, un imam n'a pas serré la main. Quand on dit on veut des femmes dans les mosquées, mais depuis quand est-ce que vous vous êtes intéressé à comment est-ce qu'on gérait la question? Moi, je suis pour que les femmes entrent dans les mosquées. Je suis un féministe sur plein de questions islamiques. Mais quand je vois des gens qui viennent me donner la leçon, on dit vous, les musulmans, vous avez un problème avec les femmes dans la hiérarchie religieuse. Mais attendez, vous êtes occupé du fait que dans le clergé catholique, il n'y a pas de femmes? Vous en êtes occupé? Ah non, ça c'est... Ça, là, la laïcité fonctionne, pour les musulmans, ça ne fonctionne pas. Donc vous êtes le moufti des musulmans et l'État des chrétiens. Non, ça ne va pas. Traitement égalitaire. Ça ne veut pas dire que les musulmans ne doivent pas se poser des questions sur des traitements discriminatoires. Moi, je n'ai jamais dit le contraire. Mais ce que je veux, c'est l'égalité de traitement. Donc, si vous voulez, dans cette loi de 2004, quand moi je disais on ne veut pas changer la loi, et finalement, qui a changé la loi? Qui a changé la loi de 2005 en ajoutant cette clause-là? Parce que s'il a fallu une loi le 15 mars 2004, c'est bien que la loi de 2005, elle était plus large que ce qu'on a voulu en 2004. Donc on a changé la loi. C'est peut-être aussi parce que justement l'islam n'était pas... L'islam ne figurait pas dans la loi de 1905. Oui, mais ça, vous voyez, c'est assez amusant parce que pour ne pas dire qu'on parlait du foulard, on a dit on ne veut pas voir les signes religieux. Mais attendez, vous avez vu l'état du débat quand vous aviez le ministre de l'Éducation, qui est quelqu'un que je connais bien, avec lequel j'ai eu des débats philosophiques, que je serai le dernier à critiquer sur la nature de son intelligence, où il a commencé à nous parler de la barbe de la nature, de la longueur de la barbe des garçons. Attendez, mais soyons sérieux. Et qu'on nous disait, à partir de quel moment la grandeur d'une croix devient ostensible sans être ostentatoire? Parce qu'ostentatoire, c'est la volonté de la montrer, ostensible, c'est qu'elle est vue sans que vous ayez la volonté de la montrer. Alors ça, c'est pour le pinaillage terminologique, on ne fait pas mieux. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'en fait, ce qu'on visait, c'était les musulmans. Tout le monde le savait. Tout le monde savait ceci. Ma position, c'est pourquoi faut-il, quand les musulmans viennent, qu'au lieu qu'on applique la loi égalitaire de tous, on restreigne la loi parce qu'ils sont gênants. Et donc, j'étais contre cette loi. Je veux dire qu'il faut aussi que la France sache qu'elle vit dans un monde où il n'y a pas simplement les Arabes et les musulmans d'un côté et la France. La Grande-Bretagne, les États-Unis, la Suède, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, la majorité des pays européens ont considéré que ce n'était pas une bonne loi. Donc les Européens ont dit à la France, ce n'est pas une bonne loi. Mais elle a été votée. Alors regardez ma position. Pour qu'on l'entende une fois pour toutes et que là, on me dise où vous voyez la possibilité d'un discours qui ne soit pas clair. Parce que c'est toujours ça que je dis aux gens. Dites-moi où le discours n'est pas clair. La loi a été votée. La loi a été votée. Je suis un légaliste. Quand la loi est là, je peux ne pas l'aimer, je peux considérer que c'est une mauvaise loi, je vais de l'intérieur continuer le débat, comme par exemple en Afrique du Sud. La loi sur l'apartheid qui faisait que quand tu étais un blanc, tu prenais un bus, quand tu étais un noir, tu prenais un autre bus. J'étais contre cette loi. On l'applique, mais on y résiste de l'intérieur dans un débat démocratique. Je n'aime pas les lois discriminatoires. Et je pense que là, c'est une loi discriminatoire. Quand on impose à une jeune fille qui arrive à l'école, tu enlèves ton foulard, je n'aime pas ça. Mais qu'est-ce que j'ai dit aux jeunes filles? J'ai dit aux jeunes filles, si vous devez choisir entre le fait de porter le foulard et aller à l'école, allez à l'école. Aller à l'école, c'est la priorité. Vous ne pouvez pas avoir un discours plus clair que ça. C'est de dire aux Français, non seulement je vous demande d'appliquer la laïcité, mais quand vous y ajoutez des lois que je n'aime pas, je vais les respecter encore. La raison pour laquelle on a mis cette loi, on a voté cette loi,